Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyirindandi, donc voici tout de suite l'essentiel de l'actualité. À partir du 2 septembre prochain, le franco-camerounais Charles Onana comparaîtra en appel devant le tribunal de Paris pour contestation du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. En décembre dernier, il avait été reconnu coupable par la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Maître Richard Gisagara, avocat de la communauté rwandaise de France, indique que ce procès sera suivi d'un Rwandais Safari Majaliwa qui comparaîtra devant la cour d'assises de Paris pour sa participation présumée au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. D'abord, il y aura le procès en appel de Charles Onana, que, à mon sens, vous connaissez très bien. Vous savez, Charles Onana, c'est la première personne qui a été condamnée par application de la loi qui réprime la négation du génocide commis contre les Tutsis en France. C'est une personne qui a la nationalité française, mais qui est d'origine camerounaise et qui a été condamnée en 2024 pour négation du génocide commis contre les Tutsis. Vous savez, c'est une personne qui a presque consacré toute sa vie professionnelle à écrire des contre-vérités sur le génocide commis contre les Tutsis. Il en a finalement été condamné donc en 2024, comme je viens de le dire. Il a fait appel et l'appel a été fixé dans quelques semaines. Ça sera du 2, 3 et 9 septembre prochain. C'est un procès, à mon sens, qui va être très tendu puisque il y a 2 ans, lorsque nous avons eu le premier procès, c'était vraiment très tendu avec les Congolais et l'implication du gouvernement congolais d'ailleurs, qui s'est impliqué dans ce dossier, qui voulait en faire une procédure congolaise alors que ça n'a rien à voir avec le Congo. Et donc, d'où les tensions avec les personnes qui venaient, beaucoup de Congolais qui remplissaient les salles d'audience, qui apportaient beaucoup de tensions. Donc, j'imagine que ça va peut-être être la même chose, mais ce n'est pas un problème. Nous sommes prêts à ça. Nous nous attendons à ce que ça puisse être le cas. Mais voilà. Et voilà, il y a ce procès-là. J'espère et je suis à peu près convaincu qu'il va être condamné en appel puisque franchement s'il n'est pas condamné, je ne vois pas à quoi ça servirait la loi sur la répression de la négation du génocide commis contre les Tutsis. Donc c'est ce premier procès et le deuxième qui va avoir lieu cette année. C'est le procès de Safari Majaliwa, qui est une personne poursuivie pour génocide. C'est une personne qui était responsable d'une barrière où beaucoup de personnes étaient tuées à Nyanza, plus particulièrement au lieu d'Ibigega. C'est une personne qui est très connue là-bas et il va être jugé pour la première fois. Donc le procès vient au premier degré et lui va être jugé au mois de novembre. Ça sera à partir du 17 novembre jusqu'au 18 décembre. Et donc c'est un procès qui va prendre à peu près un peu plus de 2 mois. Et voilà, ce sont les 2 procès qui sont prévus pour l'instant et les autres, on sera peut-être fixé d'ici quelques mois pour savoir quel calendrier la justice nous propose pour les prochains dossiers puisqu'il y en a beaucoup. Maître Richard Gisagara se félicite de l'impact de procès pour génocide contre les Tutsis sur l'évolution des mentalités dans la société française et sur la lutte contre le négationnisme et du génocide contre les Tutsis. Il y a un avant et un après. Un avant et un après, carrément, on peut le dire. Il reste beaucoup de choses à faire. On ne peut pas se dire que tout est terminé et on ne va pas se dire qu'il faut s'endormir sur ses lauriers. Mais non, il reste beaucoup de choses à faire. Mais il y a beaucoup d'évolutions par rapport à l'époque où il n'y avait pas de procès en France et à l'époque où les procès ont commencé. Comme vous le savez, le premier procès a eu lieu en 2014. Depuis, il y en a eu plusieurs. Aujourd'hui, je peux vous dire que le premier impact que j'observe et dont je me réjouis, c'est d'abord l'impact que ça a eu sur la justice. Parce qu'aujourd'hui, le génocide commis contre les Tutsis fait partie des annales de la justice française. Donc les magistrats, les procureurs français et les étudiants en droit connaissent aujourd'hui ce que c'est le génocide commis contre les Tutsis. Donc ce n'est pas quelque chose que nous nous battons. On ne se bat plus pour parler du génocide commis contre les Tutsis. On ne se bat plus pour expliquer en quoi il consiste et le fait que c'est nécessaire de mettre fin à l'impunité et voilà, et se débarrasser, enfin pas se débarrasser, mais punir les personnes qui se sont enfuies en France et qui ont commis le génocide commis contre les Tutsis. Donc cet impact sur la justice, sur le monde judiciaire est déjà très visible.
Et ça, c'est vraiment une chose dont il faut se réjouir. Et le deuxième impact dont je peux vous parler, c'est l'impact sur la population. Elle est limitée, effectivement, puisque malheureusement, les procès du génocide commis contre les Tutsis ne bénéficient pas d'une couverture médiatique suffisante. Pourtant, les procès en France et le procès aux assises, normalement, intéressent beaucoup le public. Mais nos procès, les procès qui concernent le génocide commis contre les Tutsis, sont certes, peuvent de temps en temps avoir une couverture médiatique qui n'est pas suffisante, mais c'est quand même un début comment dire, il y a un impact qui est limité, mais un impact quand même, et qu'on n'aurait pas eu s'il n'y a pas eu le génocide, les jugements des génocides commis contre les Tutsis. Et donc la population commence à s'intéresser, à savoir qu'il y a eu un génocide au Rwanda, que la négation du génocide commis contre les Tutsis, c'est quelque chose d'aussi grave que la négation de la Shoah. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais c'est quand même, il y a eu un avant et un après. C'est quand même quelque chose dont il faut se réjouir. Le dernier impact aussi dont je peux vous parler, c'est l'impact sur la jeunesse. Franchement, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et dont il faut aussi se réjouir. Dans les procès, je vois chaque fois des jeunes étudiants en droit, des jeunes étudiants en histoire qui viennent assister au procès pour comprendre mieux le génocide commis contre les Tutsis. Et donc l'impact que ces procès ont sur eux va être important parce que ces jeunes, ce sont les prochains leaders de demain, ce sont ceux qui seront au pouvoir, au cœur du pouvoir demain ou après-demain. Donc on n'aura pas à leur parler de notre histoire, on n'aura pas à leur insister pour qu'ils comprennent le génocide commis contre les Tutsis, l'histoire du Rwanda, un impact sur la population rwandaise. Et donc c'est vraiment un impact qui est positif et je pense qu'en un peu de mots, on peut dire que les procès de génocide commis contre les Tutsis en France ont vraiment contribué beaucoup à la connaissance du génocide commis contre les Tutsis par la population française. Il reste beaucoup à faire, oui, mais il y a un avant et un après. Pour la lutte contre le négationnisme, oui, ça aussi, il y a un impact qui est limité, mais il y a un impact. Vous savez, comme je viens de vous dire, il y a une seule personne qui a été condamnée pour la négation du génocide commis contre les Tutsis. Mais on voit, en fait, on observe un changement de mentalité, un changement de façon de faire. Les négationnistes ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais la négation à laquelle on devait faire face au départ, qui était une négation pure et dure, et il n'existe plus, du moins dans les médias mainstream. Les personnes qui pouvaient se livrer à la négation pure et simple en disant que le génocide n'a pas eu lieu et ce genre j'allais dire de balivernes, mais ce n'est pas des balivernes, ce genre de discours décomplexés qu'on pouvait avoir, on ne l'a plus aujourd'hui. Et en revanche, ils essaient de trouver d'autres moyens, de parler de double génocide, des moyens détournés pour toujours se livrer à la négation, mais pas de façon pure et dure et bête comme ils le faisaient auparavant. Et tout ça, c'est à cause donc de la justice, à cause du changement de loi et à cause aussi des procès de la jurisprudence qui a eu lieu actuellement. Mais il nous reste encore beaucoup de travail. Il nous reste aussi à continuer à expliquer que même les contournements auxquels se livrent les négationnistes actuellement doivent aussi être punis et être pris très au sérieux, comme c'est le cas pour la négation du génocide commis contre les Juifs. Tout à fait autre chose. En visite à Kigali, la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM en sigle, appelle le gouvernement à mieux encadrer les agences de recrutement et à renforcer la protection des jeunes qui partent travailler à l'étranger. Pour l'OIM, l'objectif est de développer des voies d'immigration sûres et régulières alors que les offres d'emploi frauduleuses explosent certains candidats à l'exploitation et aux abus. Confiscation des passeports, mauvais traitement ou encore travail forcé. Derrière certaines promesses d'emploi se cache une réalité bien différente. La directrice générale de l'OIM insiste sur l'urgence d'une meilleure régulation pour sécuriser la mobilité des jeunes. Il existe des tendances différentes qui se situent de part et d'autre du spectre. La première concerne les facteurs qui poussent les gens à se déplacer. De plus en plus, les effets du changement climatique, sécheresse, inondations, dégradation des terres, élévation du niveau de la mer poussent les populations à migrer.
Aujourd'hui, davantage de personnes se déplacent en raison de ce type de pression qu'en raison de toute autre cause. De même, les conséquences des conflits jouent un rôle important. Lorsqu'il n'y a pas de paix, les gens se déplacent à la recherche de sécurité et de protection. C'est ce que l'on peut appeler les facteurs de répulsion. De l'autre côté se trouvent les possibilités et les opportunités qui existent. Le fait que notre continent compte autant de jeunes, alors que d'autres régions du monde en comptent de moins en moins, va créer une véritable compétition pour les talents. Les jeunes Rwandais qui possèdent les compétences nécessaires sont très compétitifs sur ce marché international du travail. Les changements démographiques dans le monde ont une influence considérable sur les possibilités d'emploi. Actuellement, dans de nombreuses régions, notamment en Amérique du Nord, en Europe, dans les États du Golfe et dans certaines parties de l'Asie, il n'y a tout simplement pas assez de jeunes pour occuper les emplois disponibles. C'est pourquoi de nombreux pays recherchent les personnes ambitieuses, désireuses de saisir des opportunités et prêtes à venir travailleurs dans leur pays. C'est une bonne nouvelle pour une grande partie de l'Afrique, car notre continent dispose d'une importante population jeune, dont beaucoup n'ont pas ici les opportunités qu'ils pourraient trouver ailleurs. Partir à l'étranger, acquérir des compétences, apprendre de nouvelles langues, développer des ressources nécessaires, y compris financières, puis les rapporter dans son pays d'origine, peut en réalité contribuer au développement. Je vois déjà de très bons exemples de cette dynamique au Rwanda. Par exemple, j'ai rencontré hier un jeune homme qui développe un dispositif permettant de mesurer les émissions des véhicules et de détecter les moments où celles-ci dépassent les limites autorisées. Il y a quelques années, ce jeune homme était étudiant ici. Grâce à l'accompagnement et au mentorat de la diaspora, il a reçu les conseils nécessaires pour transformer son idée en entreprise. Aujourd'hui, il emploie des personnes, développe son activité et même élargit son concept à des équipements agricoles capables d'acheminer directement les produits des exploitations vers les communautés, des choses qui étaient auparavant difficilement réalisables. C'est l'engagement de la diaspora qui l'a aidé à atteindre ses objectifs. Une manière de procéder consiste, encore une fois, à examiner l'ensemble du parcours que les personnes empruntent aujourd'hui et à comprendre à partir des faits et des données pourquoi une personne se déplace au départ, ce qui lui arrive au cours de son voyage et où elle se rend. Une fois que nous comprenons ces différentes dynamiques et que nous pouvons les analyser séparément, nous pouvons agir sur chacune d'elles afin de mieux protéger les personnes et de leur offrir davantage d'opportunités. Lorsque les personnes voyagent par l'intermédiaire de réseaux de passeurs, c'est souvent à ce moment-là que surviennent l'exploitation et les abus. Par conséquent, lutter contre le trafic de migrants et la traite des personnes en créant des voies de mobilité sûres et régulières constitue une stratégie efficace. Un phénomène particulièrement préoccupant que nous observons actuellement est le recrutement de nombreux jeunes Est-Africains pour travailler dans des centres d'escroquerie situés dans certaines régions d'Asie, notamment au Myanmar ou au Cambodge. Ces jeunes pensent qu'ils vont occuper un véritable emploi, mais lorsqu'ils arrivent sur place, ils sont exploités et maltraités, leurs passeports leur sont confisqués et ils ne font pas le travail pour lequel ils pensaient avoir été recrutés. Nous conseillons donc à tous les jeunes qui voient ce type d'offre d'emploi de vérifier qu'un visa approprié leur est proposé et qu'ils bénéficient de protections adéquates. Il ne faut pas accepter précipitamment toutes les opportunités qui se présentent.
plus les gouvernements, notamment celui du Rwanda, pourront collaborer avec d'autres gouvernements pour mettre en place des voies de mobilité sûres, s'assurer que les agences de recrutement sont enregistrées et les tenir responsables de leurs pratiques, plus nous pourrons garantir que les jeunes qui partent à l'étranger ne seront pas exploités et qu'ils seront rémunérés conformément à ce qui leur a été promis. C'est ainsi que nous pourrons faire en sorte que cette mobilité fonctionne réellement. Especially when they go abroad, are not being exploited, are being paid what they said they were going to be paid. That's the way we can make sure that this will work. Des Rwandais qui se sont désolidarisés du groupe terroriste de FDLR affirment que le gouvernement congolais n'a aucune volonté réelle d'éradiquer les FDLR car ce mouvement collabore étroitement avec les FARDC. Ces anciens membres des FDLR affirment que les liens entre les FDLR et le gouvernement congolais vont au-delà d'un simple soutien et s'apparentent désormais à une adhésion commune à une idéologie de haine visant particulièrement les Tutsis. En termes militaires, les FDL ne sont pas une force gouvernementale, sont des rebelles, sont des guerrieros. Bon, ils peuvent se trouver aujourd'hui à un endroit, peut-être demain vous ne le retrouverez pas, suite à la menace. Chaque fois que la situation, ces tactiques se présentent, à la rencontre, ils peuvent bouger. Alors, il y a ceux qui sont connus être FDL, il y a les autres qui sont cachés au sein des FARDC. Comme mon prédécesseur venait de l'a dit avant, il y a ceux qui ont intégré les FARDC durant les opérations de brassage de 2003-2004 et d'autres qui ont intégré les FARDC durant le mixage de 2009. Alors, ces gens qui ont infiltré les FARDC dans ces processus ne peuvent pas être visibles et le gouvernement congolais ne peut pas les avouer qu'ils sont des FDLR. Alors que clairement, vous voyez que ce sont les antennes ou bien les pions des FDLR qui ont infiltré l'armée congolaise pour les servir d'informateurs. Il y a un certain karatéka, lieutenant-colonel commandant bataillon à Fizi, à Mississi. Il y a un colonel Dario qui a été cité commandant bataillon à Warikale. Il y a un certain Jaguar qui est commandant régiment à Beni. Et les autres qui sont dans d'autres endroits. Et tous ces officiers sont partis et ont intégré le FARDC avec les troupes qui étaient à leur disposition avant d'intégrer le FARDC. À mon entendement, à mes observations et à ma connaissance de la situation politico-militaire de l'autre côté, c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, les FDL sont devenus une partie intégrante de l'armée congolaise. Dire que les FARDC vont attaquer ou bien démanteler les FDL, c'est difficile parce que les FARDC ont été infiltrés par les éléments FDL qui donnent toute information aux FDL qui restent dans les forêts, toute information de tout ce qui se prépare dans les réunions de coordination qui peut se faire pour planifier comment attaquer les FDLR. Il est très difficile. Et puis, ce qui est clair, c'est que dans ces années, vous voyez que le président du Congo est presque à la fin de son deuxième mandat. Il est en train de vouloir faire la révision constitutionnelle pour se faire élire un troisième mandat. Il s'attend à des bouleversements de la population, bien de l'armée, parce que les Congolais jusqu'à présent en ont assez avec il y a un tas de Congolais qui en ont marre avec sa présence. Il y a des contestations. Oui, qui se contestent ce plan de révision constitutionnelle. Alors, il veut créer une situation qui peut, donc pour masquer la communauté internationale, pour pouvoir se créer une réserve des FDL qui peut intervenir en sa faveur au cas où il y ait des instructions contre son plan de révision constitutionnelle. Aujourd'hui, si vous observez la constitution des unités FARDC, que ce soit les unités spéciales de la garde républicaine ou bien les Hibou Special Force et les autres unités de FARDC, vous trouverez un grand nombre de cadres FDL qui encadrent les militaires FARDC au combat. Alors, ils ne peuvent pas se débarrasser de ces FDL pour ne pas fragiliser l'armée et affaiblir sa capacité opérationnelle. Parlons à présent de la coopération entre la Guinée et le Rwanda. Le Rwanda et la Guinée renforcent leur coopération dans le domaine du numérique. Une délégation guinéenne composée des représentants des services du Premier ministre, du ministre chargé du numérique et du secteur de l'eau séjourne actuellement au Rwanda pour s'inspirer de l'expérience rwandaise en matière de digitalisation
des services publics. Au cœur des échanges, la dématérialisation de marchés publics, les services numériques destinés aux citoyens, ainsi que les solutions des paiements des factures d'eau. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une coopération déjà engagée entre les deux pays, avec leur objectif de partager les expériences et d'identifier de nouvelles possibilités de collaboration. Cette visite s'inscrit dans le cadre de bonnes relations entre le Rwanda et la Guinée, notamment dans le domaine du numérique. Nous avons récemment effectué une mission en Guinée avec des représentants de plusieurs institutions rwandaises, dont IREMBO, afin de présenter notre expérience et identifier les domaines de coopération. La délégation guinéenne est aujourd'hui au Rwanda pour approfondir ces échanges et découvrir concrètement certaines solutions numériques mises en place dans notre pays. L'un des principaux sujets concerne la modernisation de la passation des marchés publics en Guinée grâce aux technologies numériques. Nous sommes déjà à une étape avancée de ce projet et cette visite permet à nos partenaires de mieux comprendre notre expérience et de voir comment ces solutions fonctionnent au Rwanda. Ils s'intéressent également à d'autres services numériques, notamment IREMBO, les solutions de paiement de factures d'eau et de l'e-cabinet utilisées par le gouvernement rwandais. Cette visite permet donc de renforcer les projets que nous avons déjà engagés avec la Guinée et d'exploiter de nouveaux domaines de coopération. L'objectif est de partager nos connaissances et de développer ensemble des solutions adaptées aux besoins de nos deux pays. Toujours dans le cadre de la visite de la délégation guinéenne au Rwanda, Algassimo Diaboté, directeur général de la Société des eaux de Guinée, apprécie l'expérience d'IREMBO, la plateforme numérique rwandaise qui facilite l'accès à des citoyens à de nombreux services publics. Il salue cette avancée dans la digitalisation des services et estime que l'expérience rwandaise pourrait inspirer la Guinée dans ses propres projets de transformation numérique, notamment dans le secteur de l'eau. Les enseignements tirés de cette visite devraient ainsi contribuer à améliorer l'accès aux services et à faciliter les démarches des usagers. IREMBO est une société de référence mondiale aujourd'hui. Donc, ils ont fait la digitalisation du marché public en Guinée. Et la SEG a beaucoup d'ambition de digitaliser pour mieux servir. Sur ce, on est venu pour une coopération entre IREMBO et la SEG, en un mot entre les deux pays, le Rwanda et la Guinée, parce que la relation qui nous lie aujourd'hui est vraiment fraternelle. La coopération sud-sud, on va aller vers ça. Donc IREMBO aujourd'hui, nous voulons le confier la digitalisation de la SEG, les processus de paiement et tous les processus de la SEG, pour vraiment changer, pour être 100% digital. Aujourd'hui au Rwanda, il n'y a plus de cash flow. Tout est digital. Donc pourquoi pas nous aussi, on va faire la même chose chez nous. On va diminuer le cash et on va aller sur le digital à 100%. Bon, le challenge est énorme. Si on apprend avec IREMBO, on va aller très loin parce qu'ils forment les formateurs de chez nous. Et au Guinée, ça revient 100% à la Guinée. C'est les ingénieurs de la SEG qui vont continuer le boulot. Et ils vont juste mettre les processus en place. Ils vont faire la formation. Et l'outil reste à la SEG. Et c'est les Guinéens qui sont formés. À la SEG de former d'autres Guinéens aussi. De son côté, Maïliou Diallo, chef et coordonnateur général du projet Télémo, revient sur les avancées enregistrées dans la mise en œuvre de ce projet, fruit de la coopération entre le Rwanda et la Guinée. Il souligne l'importance du partage d'expériences avec le Rwanda et les enseignements tirés de cette collaboration pour renforcer la transformation numérique en Guinée. Télémo, c'est un projet qui est le fruit d'une coopération entre la République de Guinée et le Rwanda, notamment par le biais de la Rwanda Cooperation. L'idée, c'est de partir du modèle rwandais pour tout ce qui est système de passation des marchés publics électroniques et puis répliquer ce modèle. Donc on a travaillé avec des équipes guinéennes, avec des experts guinéens que je pilote et puis une équipe rwandaise pour mettre en place
Télémo est dans sa phase opérationnelle, donc la plateforme est déjà en production. Nous sommes là pour acquérir aussi de l'expérience au niveau de l'exploitation, au niveau du support, au niveau de toutes les perspectives pour les prochaines phases d'utilisation de la plateforme Télémo, qui est l'équivalent de Umucho. Aujourd'hui, je pense que l'un des principaux problèmes en République de Guinée, c'était surtout le fait que tout se faisait de façon manuelle au niveau des marchés publics, au niveau de l'ensemble de la commande publique. Avec Télémo, tout devient électronique. Donc, vous comprenez que ça résout un grand nombre de problèmes derrière. Ça résout surtout un problème de transparence, des problèmes de corruption et aussi une réduction des coûts et des délais. Parce que si vous prenez un appel d'offres qui prenait des mois à être validé à travers tout le circuit parce que tout est manuel, aujourd'hui il suffit de passer par la plateforme pour avoir toutes les étapes en respectant les délais et surtout en ayant tous les éléments, toutes les données de pouvoir aider à la prise de décision. Donc c'est quand même une réduction énorme et c'est quelque chose qui est super important pour le pays parce que la commande publique représente une grosse partie du budget de l'État. Le président, son Excellence Mamadi Doumbouya de la République de Guinée, tient beaucoup à la digitalisation en République de Guinée parce que sa vision est toute simple, c'est de dire c'est ce qui va permettre de faire, d'accélérer le processus de développement au-delà de tous les autres aspects des ressources minières. Donc quand je prends le projet Télémo, c'est un bon exemple. Il est porté par la vision du président de la République de Guinée. Je pense que c'est l'un des premiers projets qui a été signé d'ailleurs en accord avec le Rwanda et je peux témoigner en tant que chef de projet coordonnateur général à chaque fois que Télémo a eu un défi ou un arbitrage, ça se faisait de façon très rapidement parce que les instructions venaient directement de la présidence. Télémo étant un des projets nationaux, étant une priorité, c'est régi par 2 cadres de gouvernance pour vous donner l'importance. Donc il y a un comité technique qui est présidé par le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation et un comité de pilotage présidé par le Premier ministre lui-même. C'est un projet qui est sous la tutelle du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation qui a été porté par ce ministère-là aujourd'hui qui est en exploitation. Mais dites-vous que derrière tout ça, c'est une vision. C'est une vision d'un homme, c'est une vision du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. C'est une immersion. Nous, c'est super important. En fait, quand on parle d'un projet, vous savez, le Rwanda et la Guinée sont dans une phase de coopération sud-sud. Il n'y a personne qui comprend les problèmes des Africains plus que les Africains eux-mêmes. Donc, il y a des modèles qui ont réussi, c'est vous qu'on essaie de prendre et puis de répliquer. Quand on dit répliquer, c'est pas prendre le modèle de l'amener chez nous. C'est vraiment de développer à l'image de ce que vous avez par des expertises guinéennes avec un appui technique rwandais. À partir du moment où on dit ça, nous, c'est important de revenir faire cette immersion pour pouvoir faire un point de la situation de où on en est, puis quels sont les défis, et puis comment est-ce que vous avez réussi. Parce qu'un projet comme Télémo, ce n'est pas juste le développer, le déployer, c'est plutôt la prise en charge. C'est ça qui fait le succès. Aujourd'hui, chez vous, la plateforme est exploitée. Nous, elle a commencé à être exploitée. L'idée, c'est surtout de venir s'enquérir des différents défis que vous avez eus au niveau de l'exploitation de cette plateforme. On se donne des idées de part et d'autre. Et puis nous aussi, on a développé beaucoup d'éléments qui ne sont pas chez vous. Et c'est de pouvoir partager. Donc c'est un partage d'expériences gagnant-gagnant entre nous et le Rwanda. Maintenant, il y a un deuxième élément dans cette immersion, un deuxième objectif donc, qui nous a été assigné par le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation, c'est d'explorer d'autres chantiers technologiques. En partant du succès Télémo, on va pouvoir explorer d'autres chantiers dans d'autres domaines, notamment la santé, la justice, et pourquoi pas la livraison par drone des postes de sang. Tout ça, ce sont des éléments qu'on est en train de voir pour pouvoir porter ça à l'image de ce qui a été fait par Télémo. C'est donc avec cette page internationale que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe technique, je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de programmes de la télévision rwandaise.